Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Hans Jonas, le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique. À l'école de Husserl et de Heidegger, mais surtout Rudolf Bultmann. Ami d'Hannah Arendt, Jonas apporte la preuve de la fécondité de la méthode d'interprétation existentielle élaborée par Bultmann et Heidegger. Nécessité intérieure, ne conduire ses recherches érudites sur le phénomène gnostique et une réflexion sur les dangers de la technologie, gnosis et crisis. Comprendre en quoi consistait la nouveauté essentielle du phénomène gnostique, prise de conscience de l'insuffisance d'une conception idéaliste, en installant le cogito au sommet. Pour Jonas, il y a un gnosticisme latent de l'esprit moderne. L'ange est la figure emblématique de cette heuristique de la peur. L'ange ne craint pas pour lui-même, sert de boussole, l'anticipation de la menace elle-même est ainsi se déduit les nouvelles obligations. Cela s'appelle heuristique de la peur. Le devoir nouvellement apparu. Se dégage le thème final, l'utopie. La dynamique mondiale du progrès technologique contient en elle un utopisme implicite par sa tendance, et si ce n'est par son programme. Le marxisme a élevé l'utopie au rang d'un but explicite. Responsabilité oppose la tâche plus modeste que nous ordonnent la crainte et le respect. La domination des sciences modernes prend la place de la contemplation de la nature. Une crise nous menace face à la poussée des intérêts. La portée de l'agir humain et par conséquent celle de la responsabilité humaine est étroitement définie. L'éthique a affaire à l'agir, donc l'affirmation ultérieure doit être que la transformation de la nature, de l'agir humain, rend également nécessaire une transformation de l'éthique, pas prévu par les canons de l'éthique traditionnelle. Se demander en quel sens la technique affecte la nature de notre agir. Quelle différence entre la technique moderne et celle des temps antérieurs? L'homme est le créateur de sa vie en tant que vie humaine. Il plie les circonstances à son vouloir et à son besoin, et sauf contre la mort, il n'est jamais dépourvu de ressources. Pardon. Malgré son savoir et son ingéniosité illimitée, l'homme, comparé aux éléments, est toujours encore petit. L'ordre cosmique fait de l'entreprise de l'homme mortel, y compris de ses interventions dans cet ordre lui-même, n'est pas perturbé par l'importunité humaine. La vie de l'homme se déroule entre ce qui demeure, la nature, et ce qui change, ses propres œuvres. L'éthique traditionnelle présente une restriction à l'environnement immédiat de l'action. L'acteur est l'autre de son action. Toute moralité était ciblée sur ce cercle rapproché de l'agir. Décision à l'intérieur de ce contexte de courte durée. Sa réalisation ou sa transgression a lieu toujours dans le présent. Tout cela s'est transformé de manière décisive, grandeur nouvelle et objet inédit. Domaine de l'agir collectif, l'acte et les faits ne sont plus dans la sphère de la proximité. L'éthique a une nouvelle dimension de responsabilité jamais imaginée. Vulnérabilité critique de la nature, de la biosphère entière de la planète, et nous en sommes responsables par notre pouvoir d'influence. Nous sommes moralement responsables, notre agir prend une signification éthique. Reconnaître l'ignorance devient une obligation de savoir et l'éthique doit enseigner le contrôle de soi, toujours plus nécessaire de notre pouvoir excessif. Prendre en considération davantage que le seul intérêt de l'homme. Chercher non seulement le bien humain, mais aussi celui extra-humain. Restons ouverts à l'idée que les sciences de la nature ne livrent pas toute la vérité au sujet de la nature. Ce nouvel impératif invoque une autre cohérence, non celle de l'acte en accord avec lui-même, mais celle des effets ultimes en accord avec la survie de l'activité humaine dans l'avenir. Transfert du moi individuel à un tous imaginaire, si tout le monde en faisait autant.
La première obligation de l'éthique est d'avenir, se procurer une idée des effets lointains, caractère incertain des projections d'avenir, durée de vie des populations par exemple. Le mieux est de donner la priorité au mauvais pronostic plutôt que le bon. Davantage prêter l'oreille à la prophétie de malheur que celle de bonheur. L'humanité n'a pas le droit au suicide. Ne pas mettre en danger soit l'existence tout entière, soit l'essence tout entière de l'homme dans le futur. L'existence de l'homme ne doit pas être mise en jeu. Toute vie revendique de vivre, et peut-être est-ce là un droit qu'il faut respecter, obligation à l'égard de la postérité. Le premier impératif, qu'une humanité soit prééminence de l'être sur le rien. La question essentielle est leibnizienne. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? La puissance causale des fins subjectives, pouvoir de l'autodétermination de la pensée par la pensée et de sa détermination corporelle par son agir. L'ontogénèse est comprise comme le déploiement causalement contraignant de détermination génétique contenue dans le germe. Dans toute fin, l'être se déclare en faveur de lui-même et contre le non-être. Dans la vie organique, la nature a déclaré son intérêt et dans la diversité monstrueuse de ses formes, dont chacune est une manière d'être et de tendre vers un but. Toute doctrine des vertus, la crainte de Dieu juive, l'éros platonicien, l'eudémonie aristotélicienne, la charité chrétienne, l'amor dei intellectualiste de Spinoza, la bienveillance de Shaftesbury, le respect de Kant, l'intérêt de Kierkegaard, la jouissance de la volonté de Nietzsche sont des modes de détermination de cet élément affectif de l'éthique. Observons que le sentiment de responsabilité n'y figure pas. Sartre. L'altérité s'empare de ma responsabilité et nulle approbation n'est visée. Or, le sentiment existe en tant que fait d'expérience. Le pouvoir d'obliger émane de l'exigence d'un objet et la soumission se fait à un objet qu'il soit temporel ou éternel. Existence de l'humanité, premier commandement. L'existence de l'homme a toujours la priorité, que des hommes vivent et qu'ils vivent bien. La responsabilité parentale et celle de l'homme d'État représentent la totalité des responsabilités, continuité. Le but de l'éducation est d'être adulte, l'autonomie de l'individu. Le rôle de la théorie dans la prévision politique, l'exemple de Lénine, l'avenir politico-social. La théorie marxiste lui fournissant la certitude du but à atteindre, mais non pas celle du moment de l'action en vue de sa réalisation. La théorie avait prévu autre chose, et c'est après coup que la doctrine dut être ajustée à la preuve par l'action d'une possibilité de réalisation, moyennant cette voie, en ce moment précis et en cet endroit, 1917. Le génie politique de Lénine se manifeste précisément dans le fait que le moment venu, il découvrit une possibilité non orthodoxe d'atteindre le but en partant de l'échelon le plus rétrograde de l'échelle industrielle capitaliste. Il saisissait une chance unique de faire débuter la révolution communiste. Lénine, Trotsky, Rosa Luxembourg ayant la passion, suprême degré du bien, objet de leur vision. Une telle passion tempérée par le jugement fait l'homme d'État. Le jugement à son tour, c'est la liberté. Dans le cas de Lénine, le jugement élisait l'instant non orthodoxe de l'action. C'est la différence entre une situation statique et une situation dynamique, signe distinctif de la modernité. La dynamique n'est pas un accident, mais une propriété immanente de l'époque, notre destin. Les inventions et les découvertes futures ne peuvent être calculées. Certaines seront pratiques, d'autres révolutionnaires. Mais aucun calcul ne saurait être fondé sur cette certitude. Cet X inconnu de l'innovation permanente est le fantôme qui hante toutes les équations et toutes les projections, attentes des progrès scientifiques. La responsabilité doit occuper le centre de la théorie éthique. Ce qui est maintenant bon pour l'homme, comme être personnel et public, le sera également à l'avenir. Continuation dans la bonté de l'état des choses. L'éros de Platon comme incitation affective au bien est celui qui est le plus déterminé, tendance vers le meilleur, vers l'être parfait. Orientation verticale et non horizontale de l'éthique antérieure platonicienne. Le souverain bien est devenu avec Kant une idée régulatrice et l'ordonné est devenu l'abscisse.
Élévation interne de l'individu est confiée au cours externe de l'histoire. Le processus historique devient le véhicule adéquat et de l'idéal. Puis Hegel accomplit le pas vers l'immanentisation radicale. L'idée régulatrice devient constitutive et le temps devient un véritable médium de sa réalisation, auto-mouvement de l'histoire. Vint Marx et remet la dialectique hegelienne sur ses pieds par l'insertion de l'agir conscient comme co-auteur de sa poussée révolutionnaire. La ruse de la raison coïncide avec le vouloir des acteurs. Pour les post-marxistes, la prise de pouvoir de la technologie, révolution non programmée et anonyme. Dynamique a pris des aspects qui n'étaient contenus dans aucune de ses représentations antérieures et qui ne pouvaient être prévus dans aucune théorie, même marxiste. Cette direction pourrait nous conduire à une catastrophe universelle au lieu d'un accomplissement, et son accélération échappe à tout contrôle. Nous devons prendre en main responsabilité de façon entièrement nouvelle le processus qui pousse en avant sans avoir préalable du but. Cela rend caduques toutes les intuitions antérieures et impose à la responsabilité des tâches. La responsabilité est un corrélat du pouvoir. Kant, tu dois, donc tu peux. Les actes du pouvoir engendrent le contenu du devoir et devient une réponse à ce qui arrive. N'est plus premier ce que l'homme peut être et ce qu'il doit faire et qu'ensuite il ne peut ou il ne peut pas, mais est premier ce qu'il fait déjà de facto parce qu'il le peut et l'obligation découle du faire. Tu dois car tu fais car tu peux, Hans Jonas. Inversion contemporaine de l'énoncé kantien précédent. Chez l'homme son pouvoir et son destin. Le devoir se dédéage donc du vouloir en tant qu'autocontrôle de son pouvoir. Ensemble, le vouloir et le devoir, le pouvoir, plaçant la responsabilité au centre de la morale. L'avenir de l'humanité est la première obligation du comportement collectif humain. L'avenir de la nature est une responsabilité métaphysique, en et pour soi, depuis que l'homme est devenu dangereux pour lui-même et pour la biosphère entière. La nature nous commande de la respecter dans son intégrité par-delà l'aspect utilitaire. Le pouvoir associé à la raison entraîne de soi la responsabilité, extension du pouvoir qui mène à la destruction. L'explosion démographique appauvrit l'humanité, réduit à sa simple survie, pillage de la planète jusqu'à la surexploitation. Les lois de l'équilibre écologique empêchent le développement excessif d'une espèce. Aspect négligé. Formule baconienne. Le savoir, c'est du pouvoir. Ainsi, au comble du triomphe, l'homme perd le contrôle de lui-même. D'une nature inépuisable, on passera à l'auto-limitation de la domination et finir par se fracasser contre les limites de la nature, finissant par réduire l'homme à l'esclavage au lieu de le libérer, pouvoir sur le pouvoir. Les sociétés industrielles occidentales dérivent vers le danger mortel du marxisme et du capitalisme. Lequel peut-il mieux parer le danger? Le marxisme est l'héritier de la révolution baconienne, son exécuteur testamentaire prédestiné, meilleur, plus efficace que n'est le capitalisme. L'économie de besoin contre l'économie de profit, planification centrale selon les besoins collectifs. La logique du profit agit comme un facteur irrationnel, engendrant l'irrationalité au bout de la chaîne de la consommation. L'avantage de l'autocratie, avec les décisions au sommet qui peuvent être prises sans consentement préalable de la base et sans heurts du corps social, certaines d'être mises en œuvre. Avantage d'une morale ascétique des masses. Discipline socialiste, percée, car cela pourrait devenir de la plus haute utilité dans l'époque d'exigence et de renoncement âpre qui nous attend. La justice égalitaire est d'autant meilleure qu'elle est plus vraie, car elle doit avoir l'air vrai, mais dans la mesure du possible, elle doit également être vraie. À noter que le communisme mondial n'est pas une protection contre l'égoïsme économique régional. Seul un régime socialiste mondial peut être de secours, souci d'éviter une catastrophe graduelle de l'humanité. L'utopie de l'homme véritable seulement à venir, le surhomme de Nietzsche. Sa conclusion est que tout ce qui précède n'a été qu'une étape préparatoire, une transition de l'animal vers le surhomme à venir. Son idée
qu'aurait pu être Platon si seulement il n'avait pas été séduit par la théorie des deux mondes. Et Spinoza si la haine des Juifs n'a pas été obligée de se nourrir du Dieu des Juifs. Mort de Dieu et perte définitive de la transcendance. Le surhomme était toujours déjà là. La société sans classe comme condition de l'homme véritable à venir. Le marxisme, lui, connaît un chemin menant aux conditions de l'homme supérieur et véritable. Le chemin, c'est la révolution. La somme des conditions, c'est la société sans classe. L'utopie est l'idée du progrès, le danger psychologique de la promesse de la prospérité. Pour les pays développés, cela signifie des renoncements, car l'ascension des pays sous-développés peut seulement se faire à leurs dépens. À commencer par la prospérité des États-Unis, qui consomment une partie bien trop grande des ressources mondiales pour leur style de vie dilapideur, devra subir une restriction sensible. Ici, la magie de l'utopie peut seulement être un obstacle à ce qui doit réellement être fait. Calcul purement pragmatique, renoncer à un rêve d'adolescent, et c'est ce qu'est l'utopie pour l'humanité, devient un commandement à l'âge adulte. La question de savoir comment ils s'y prendront pour communiquer en public la vérité désenchantée relève de l'art de gouverner et non de la philosophie. L'amour du bien s'accroît grâce à la vertu, et elle est le produit d'une éducation progressive. Aujourd'hui, les coûts humains et animaux de la civilisation sont élevés et qui ne font qu'augmenter avec le progrès. Le progrès technique passera par la domestication technique et qui est devenue sauvage. Aux exploiteurs s'applique l'affirmation de Socrate que celui qui agit injustement se nuit d'abord à lui-même puisqu'il rend son âme plus mauvaise. Le système actuel est moralement dommageable, même pour ses propres bénéficiaires. Le bon État est constitué de liberté politique et de moralité civile. Le bon État produit des hommes bons. Pour Kant, le meilleur État est celui qui fonctionnerait bien, même s'il était fait de démons, à savoir celui qui fonctionne selon les lois de la liberté. Adam Smith est la main invisible à l'œuvre dans l'économie nationale, qui agit au mieux grâce à l'automatisme des lois de marché. Mandeville, Private Vice, Public Benefits. Dans le monde occidental, la conception libérale de l'État est de s'immiscer aussi peu que possible dans la vie privée. Le concept des droits qu'il faut garantir occulte celui des obligations qui peuvent être exigées. Le meilleur État serait donc celui qui se fait le moins remarquer, l'État veilleur de nuit. Le but communiste est d'imprégner toute vie individuelle de l'intérêt public, s'y conformer et être réquisitionné pour lui. Le sentiment de responsabilité et la sagesse sont les clés en toutes circonstances. La foi règne dans ce qui est totalement inconnu, Dieu, et la révolution mondiale, douleur d'enfantement pour résultat la société sans classe. Selon la reconstruction de la nature de Bloch, le problème de la nourriture est au centre de la population qui se multiplie. Suivra le problème de la matière première et de l'énergie. Face à ce processus déclenché, la prudence est la meilleure part du courage et un impératif de la responsabilité. Il est urgent que la population mondiale soit stabilisée par des moyens pacifiques. Sa plus grande percée pratique scientifique de toute l'histoire de la physique, la solution du mystère de l'atome contient en même temps dans le potentiel de son don le sauvetage et l'anéantissement de l'humanité. Les mots de passe de Marx sont liberté et travail. En fait, le royaume de la liberté commune seulement là où l'on cesse de travailler par nécessité et opportunité imposée de l'extérieur. Il se situe donc par nature au-delà de la sphère de la production matérielle. Ce développement peut uniquement se produire dans le loisir comme forme de vie permanente ou dominante. Ernest Bloch. Le rêve éveillé de la vie parfaite. Loisir en tant qu'état universel. Un quotidien de fête où le hobby deviendra le métier. Pour Bloch, le bonheur de l'existence utopique n'est pas passif, mais actif. L'être est actif et non jouisseur de la consommation de biens. Fidèle au concept aristotélicien de l'eudémonie, le loisir actif, pas l'oisiveté. En attendant, le violon d'Ingres nous apprend comment l'homme privé rêve de s'épanouir dans ses loisirs, dans un travail qui prend l'allure d'un délassement. Les relations interhumaines sont un autre contenu du loisir. La nature est humanisée,
nature épanouie qui aura cessé d'être calquée sur le modèle de l'entreprise. Aussi, l'homme sera pleinement humanisé, plus soumis à la nature. L'interhumain est l'utopie d'Herpère Marcuse. Grâce au dépassement de l'esprit de performance et l'éros peut être rétabli dans ses droits primitifs. Critique d'un monde parfait, Dostoïevski, l'épileptique se serait sans doute vu refuser le droit de naître. La société future ne peut pas se payer le luxe de génie malade, et elle n'a qu'à attendre la conception d'un Dostoïevski bien portant. Quel philosophe Kant aurait pu être s'il avait été guéri de ses névroses obsessionnelles, qu'il avait découvertes dans ses habitudes de vie. Sans m'y attendre, je me trouvais dans la sacristie de Zaccaria à Venise, devant le triptyque des Madones de Giovanni Bellini. Ce qui s'empara de moi, un sentiment. Ici, il y eut un instant de perfection, et moi, j'ai le privilège de le contempler. Des millénaires l'avaient préparé, instant où dans l'équilibre fugace de forces immenses, l'univers a l'air de s'immobiliser pour le temps d'un battement de cœur, le présent absolu en soi. On doit également se résigner à ce que Isaïe et Socrate, Sophocle et Shakespeare, Bouddha et François d'Assise, Léonard et Rembrandt, Euclide et Newton soient indépassables. Leur rayonnement à travers l'histoire justifie l'espoir que cette chaîne ne s'interrompra pas. La peur, l'espérance et la responsabilité. La peur n'est pas celle qui déconseille d'agir, mais celle qui invite à agir. Cette peur que nous visons est la peur pour l'objet de la responsabilité. La responsabilité est la sollicitude reconnue comme un devoir, l'avenir de l'homme. Hans Jonas, le principe responsabilité. Merci.